l'asthme est en fait défini par des symptômes respiratoires à type de sifflement, de dyspnée, etc. Et ce sont des symptômes qui varient dans le temps et en intensité. Alors, ces symptômes sont associés à une limitation variable des débits. Et c'est pour cette raison que pour faire le diagnostic de l'asthme, on a besoin d'avoir tout d'abord des symptômes qui soient évocateurs, tels que le sifflement, la dyspnée, l'oppression et la toux, des symptômes qui vont varier dans le temps et en intensité, mais aussi il faut faire le diagnostic d'une limitation variable du débit expiratoire. Cette limitation, on peut la mettre en évidence en mettant en évidence un trouble ventilatoire obstructif qui soit réversible. Donc, on a besoin, pour faire le diagnostic de l'asthme, de diagnostiquer le trouble ventilatoire obstructif, mais aussi de mettre en évidence une variabilité dans le temps et une certaine réversibilité. En fait, l'asthme est une maladie variable. Les symptômes vont varier avec le temps, ils vont varier aussi en intensité. Donc, en même temps que l'inflammation, elle aussi, elle est variable. Et puis en même temps, vous avez une fonction respiratoire qui, elle aussi, elle varie, mais dans le sens inverse. Plus le sujet sera donc symptomatique, plus sa fonction respiratoire sera altérée. Alors, sous l'effet du traitement de fond, il y a une amélioration des symptômes, donc il va y avoir moins de variabilité des symptômes, mais en même temps, il y aura moins de variabilité de la fonction respiratoire. À titre d'exemple, je vous montre sur ce schéma la variation du débit expiratoire de pointe chez une personne qui est asthmatique. Vous voyez au tout début, vous avez une variation qui est très importante, c'est-à-dire que le débit expiratoire de pointe entre le matin, il est ici à 300 et le soir, il est à 700. Vous voyez une variation qui dépasse les 55%. Une fois on met le malade sous traitement corticoïde, ça va améliorer le débit expiratoire de pointe, c'est-à-dire que les valeurs vont augmenter, mais ça va diminuer la variabilité entre le matin et le soir. Et vous voyez que après 7 ou bien 8 semaines, on a une variabilité à peine de 15%. Donc, l'effet du traitement fait que la fonction respiratoire sera améliorée, mais en même temps, la variabilité va être moins importante. Et c'est pour cette raison que, alors qu'avant, on avait tendance, lorsqu'on veut faire le diagnostic de l'asthme, on met le malade sous traitement et on le convoque après pour faire la spirométrie. Les recommandations actuelles veulent il faut en fait inverser cette attitude, et devant toute suspicion donc de l'asthme, si l'état clinique le permet, il faut dès le premier jour faire la spirométrie avec le test de réversibilité. Alors, si on va mettre en évidence le trouble ventilatoire obstructif et on va mettre en évidence la réversibilité, alors le diagnostic sera fait. Maintenant, si le malade est dans un mauvais état, s'il fait une crise d'asthme sévère, évidemment, on n'a pas le temps, on ne peut pas faire la spirométrie, donc à ce moment-là, cette spirométrie va être différée et on va initier un traitement de fond, et la spirométrie, on la fera après 2 ou 3 mois. Donc, l'attitude actuelle devant une suspicion d'asthme, alors que le patient est symptomatique, eh ben, on fait tout de suite la spirométrie, et si on met en évidence le trouble ventilatoire obstructif et la réversibilité, nous avons notre diagnostic. Donc, le diagnostic repose d'abord sur la mise en évidence de troubles ventilatoires obstructifs, qui est défini par une diminution du VMS, le volume expiratoire maximum seconde, diminution du débit expiratoire de pointe, du débit expiratoire à 25 et à 50%, un aspect creusé de la partie descendante de la courbe débit-volume, mais surtout, une diminution du rapport VMS sur la capacité vitale forcée.
Alors, vous comprenez bien sûr la différence entre le rapport VMS sur capacité vitale lente et le rapport VMS sur la capacité vitale forcée. Le rapport de Tifno, c'est le rapport VMS sur la capacité vitale lente. Alors que le rapport VMS sur la capacité vitale forcée, il s'appelle VMS sur la capacité vitale forcée. Même si actuellement on a plutôt tendance à considérer que le Tifno c'est le VMS sur la capacité vitale forcée. En fait, la différence entre les deux, c'est quoi? À l'état physiologique, la capacité vitale forcée est légèrement plus faible que la capacité vitale lente. Maintenant, lorsque vous avez une obstruction assez sévère, il va y avoir un phénomène de piégeage de l'air qui fait que les petites voies aériennes vont se fermer assez rapidement lorsque le sujet fait une manœuvre d'expiration forcée et ça va donner une diminution de la capacité vitale forcée. Donc, chez les obstructifs, la capacité vitale forcée peut être nettement plus faible que la capacité vitale lente, ce qui va sous-estimer le rapport VMS sur la capacité vitale forcée. Alors, ce qu'on préconise actuellement, c'est de faire les deux, la capacité vitale forcée et la capacité vitale lente, et de prendre la meilleure des deux valeurs. Alors, une petite parenthèse pour insister sur les règles de bonne pratique de la spirométrie. Vous savez, lorsque vous faites la spirométrie n'importe comment, vous allez obtenir n'importe quoi. Donc, il est très important que l'opérateur qui va faire cette spirométrie doit être bien formé, avec un patient qui comprend bien ce qu'il doit faire. Le matériel doit être régulièrement calibré, de bonne qualité, avec une bonne réalisation de la manœuvre et une bonne reproductibilité de la mesure. Bon, je n'ai pas l'intention de faire en fait tout un cours sur ça, mais j'insiste sur la nécessité de suivre ces règles, et il y vient en 2019, il y a il y a une mise au point qui vient d'être publiée. Je vous donnerai dans quelques minutes la référence. Vous l'avez déjà en bas. Alors, et qui correspondent aux recommandations actuelles sur la bonne pratique de la spirométrie, recommandations faites par la Société européenne et la Société américaine des maladies respiratoires. Alors, les valeurs de référence qu'on utilise actuellement, on utilise la base de données GLI. Vous savez, cette étude qui a été publiée en 2012, qui a porté sur 33 pays et 72 centres, et qui a inclus presque 100 000 individus qui sont âgés de 2 à 95 ans, avec plusieurs groupes ethniques. Vous savez que la fonction respiratoire est variable selon l'ethnie. Et grâce à cette base de données, je pense que on peut l'utiliser, et on peut comparer les valeurs que nous allons obtenir avec cette base de données, puisque vous avez pratiquement toutes les ethnies. Alors, vous voyez un peu sur ce schéma et sur cette étude-là, la variation, vous avez en haut du VMS puis de la capacité vitale donc forcée, avec l'âge. Vous voyez que les volumes et les débits chez l'homme et chez les femmes augmentent avec l'âge jusqu'à l'âge de 20 ans. Il y a un petit plateau vers l'âge de 20 à 25 ans. Après, les volumes et les débits vont diminuer avec l'âge. Ce qui est un peu différent pour le rapport VMS sur la capacité vitale lente, qui, chez l'enfant, vous avez une valeur qui est presque de 95%. Un enfant qui a 3 ans ou bien 4 ans a un rapport VMS sur la capacité vitale forcée à peu près de 95%, et ça va diminuer avec l'âge. Et vous voyez que chez les personnes âgées qui ont plus que 75 ans, on va avoir un VMS qui est très bas. Et c'est pour cette raison que cette notion de valeur normale par rapport au seuil de 80% n'a plus lieu d'être, parce qu'on voit bien qu'avec l'âge, ce rapport peut être nettement diminué. Et c'est pour cette raison qu'on utilise actuellement la limite inférieure de la normale et le Z-score, c'est-à-dire on va en fait voir un peu l'intervalle de confiance des valeurs normales.
et on va essayer de voir un peu la limite de cet intervalle de confiance. Lorsqu'on est inférieur à cette limite inférieure de la normale, c'est à ce moment-là qu'on va dire que la valeur est diminuée et pas le seuil de 80%. Vous voyez sur cette étude-là, on compare le seuil de 80% et le seuil selon la limite inférieure de la normale. Vous voyez qu'au-delà de 40-45 ans, la différence devient très importante et c'est une autre raison pour laquelle il faut toujours considérer la limite inférieure de la normale et pas le seuil de 80%. Alors, voyez un exemple là, vous voyez par exemple sur ces résultats, vous avez la capacité vitale forcée, le VMS et le VMS sur la capacité vitale forcée, vous avez la valeur mesurée, la valeur normale avec l'intervalle de confiance, la valeur prédite qui est la valeur moyenne et le pourcentage. Et là, vous avez le Z-score, au milieu, vous avez la ligne verte qui correspond à la valeur moyenne et vous avez tout l'intervalle donc en blanc qui correspond aux limites de l'intervalle normal. Vous voyez, chez notre patient, il a un VMS à 3 litres 760. C'est bien au-dessous des 3 litres 960, qui est la limite inférieure de la normale. Et vous voyez qu'on est dans la zone grise, on n'est pas dans la zone blanche. Donc toutes les nouvelles machines peuvent vous donner des résultats qui seront exprimés de cette manière-là. Alors, une fois on a mis en évidence un trouble ventilatoire obstructif, la deuxième étape, c'est de mettre en évidence une réversibilité. Alors, les recommandations nouvelles, vous avez là la référence dont je vous ai parlé donc il y a quelques minutes sur la standardisation de la spirométrie. Alors, en fait, le terme de réversibilité est actuellement contesté. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la réversibilité, on a tendance à croire qu'on va revenir à une valeur normale. Or, la réversibilité au bronchodilatateur, c'est un test qui va nous montrer est-ce que la personne, est-ce que l'obstruction, est-ce qu'elle est sensible aux médicaments bronchodilatateurs. Donc, on peut ne pas s'attendre à avoir une réversibilité donc complète. Après les bronchodilatateurs, on peut avoir une spirométrie qui va être strictement normale, c'est tant mieux. Mais même si on ne revient pas à la normale, le test peut être positif. Et c'est pour cette raison qu'actuellement, on parle plutôt de test de réactivité au bronchodilatateur. C'est-à-dire que le sujet, finalement, le trouble ventilatoire obstructif répond d'une manière significative au bronchodilatateur. Alors, quel est le seuil? En fait, le seuil qu'on va exiger, c'est un seuil qui doit être obligatoirement, il doit être alors, en fait, d'abord, comment on fait le test? Alors, le test, d'abord, il se fait même si le VMS est normal. Parce que lorsque vous avez un VMS à 95%, qui peut vous dire que le malade n'avait pas un VMS à 105%. Donc, même si le VMS, si vous remarquez que le VMS il a une valeur à 90%, faites quand même le test de bronchodilation parce que vous pouvez trouver une amélioration encore plus importante de ce VMS. Alors, habituellement, on utilise 200 à 400 microgrammes de salbutamol. On peut utiliser aussi de l'ipratropium, mais le salbutamol, c'est la molécule la plus utilisée actuellement par un aérosol doseur avec chambre d'inhalation en respectant un délai de 15 minutes. Et là, j'insiste beaucoup sur le délai de 15 minutes. Je voudrais vous montrer cette étude que nous avons réalisée dans le service et qui vient d'être publiée, qui a consisté à faire la mesure de VMS après 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 et puis 30 minutes après avoir donné des bronchodilatateurs. Et vous voyez que sur cette étude-là, on a montré que le maximum de réversibilité est obtenu après 20 minutes. Autrement dit, si vous faites votre spirométrie, votre test de bronchodilatation, et vous mesurez le deuxième VMS après 10 minutes, vous avez de fortes chances de ne pas mettre en évidence la réversibilité. Donc, il faut absolument attendre au moins 15 minutes
avant de refaire la spirométrie. Et si après 15 minutes, vous n'avez pas encore une bonne réversibilité, si vous avez encore de la patience, attendez encore 5 minutes et vous risquez d'avoir une valeur plutôt significative après 20 minutes. Alors, dans la plupart des laboratoires d'exploration fonctionnelle, souvent c'est un technicien qui fait la spirométrie. Il est important de bien insister auprès de ce technicien d'attendre le temps nécessaire avant de faire le deuxième VMS, sinon vous allez passer à côté de la réversibilité. Alors, est-ce qu'il faut arrêter les bronchodilatateurs avant la spirométrie? Là, il y a deux situations. Soit vous êtes au cours de votre première consultation, vous voyez le malade pour la première fois. Alors, si vous le voyez pour la première fois et il est gêné, ben vous voulez en fait prouver l'obstruction et la réversibilité. Et donc, le patient, soit il n'est pas sous traitement, mais s'il a pris un traitement, il vaut mieux l'arrêter. Et à ce moment-là, il faut respecter le délai de suspension en fonction du délai d'action des différents médicaments. Vous avez à peu près 4 à 6 heures pour les bronchodilatateurs de courte durée d'action. Les LABA, vous allez attendre en fait 24 heures, alors que les ultra LABA, il faut attendre 36 heures. Alors, si vous allez faire la spirométrie pour contrôler l'évolution sous traitement et pour voir est-ce que le malade répond bien au traitement, à ce moment-là, il ne faut pas arrêter les médicaments. On va y revenir. Donc, maintenant, la positivité du test au bronchodilatateur, le seuil actuellement admis, c'est une amélioration du VMS de 12% par rapport à la valeur initiale et de 200 millilitres en valeur absolue chez l'adulte, alors que chez l'enfant, c'est une variation qui dépasse 12% de la valeur théorique. Qu'est-ce que ça veut dire 12% de la valeur initiale? C'est-à-dire que si le patient avait un VMS, si le VMS il est normal à 3 litres, votre patient, il a un VMS de 2 litres, donc il a 66% du VMS normal. Eh ben, pour que le test soit positif, il faut que vous passiez des 2 litres à 2 litres 240. 2 litres 240, vous avez gagné 240 millilitres, ça correspond à 12% des 2 litres de la valeur initiale. Et puis ces 240 étant en fait supérieur à 200 millilitres en valeur absolue, donc vous dites que votre test est positif. Donc c'est 12% de la valeur initiale, alors que chez l'enfant, c'est 12% par rapport à la valeur théorique. En fait, comment est-ce qu'on a obtenu les 12% et les 200 millilitres? Eh bien, c'est qu'en fait, pour parler d'un test positif de réactivité au bronchodilatateur, il faut que le médicament fasse mieux que la réponse que vous allez obtenir, par exemple, chez les sujets normaux. Si vous prenez une personne normale et vous lui donnez donc 2 ou 4 bouffées de salbutamol, l'intervalle de confiance de l'amélioration, elle peut aller jusqu'à 9%, comme vous le voyez sur cette plaque. Donc, si vous avez une amélioration de 8%, vous dites oui, mais même si le sujet, s'il était normal, il aurait pu avoir cette amélioration. Et donc, le test ne sera pas significatif. Aussi, il faut que la réponse elle doit être en même temps supérieure à la réponse au placebo. Si vous prenez un asthmatique qui a un trouble ventilatoire obstructif et vous lui donnez un placebo à la place du bronchodilatateur, les valeurs que vous allez obtenir, vous allez avoir un intervalle de ces valeurs-là qui peut aller jusqu'à 12,3% et 178 millilitres. Et donc c'est sur cette base-là que les experts ont établi le seuil de 12% et de 200 millilitres. Ça doit être supérieur aux valeurs obtenues avec le placebo chez les asthmatiques, mais aussi la réponse obtenue chez des sujets normaux qui n'ont pas une obstruction. Si vous vous rappelez, il y a quelques années, on disait que pour faire la différence entre l'asthme et la BPCO, eh ben, on va faire un test de bronchodilatation. Et on s'est dit que si on a un test plutôt positif, on est dans l'asthme. S'il est négatif, on est dans la BPCO.
Eh ben, depuis déjà l'année 2008 et depuis les résultats de cette étude que vous voyez là, c'est l'étude Uplift que vous devez sûrement connaître, qui a porté sur un nombre très important de patients qui ont une BPCO, avec un VMS, vous voyez qu'il n'était pas fameux, il était à 39,3%. Eh ben, on s'est rendu compte que chez des patients qui ont une BPCO de diagnostic sûr, à peu près 65% avaient un VMS qui est amélioré de plus que 15% par rapport à la valeur initiale. Donc en fait, 65% des BPCO avaient un test réversible, ils étaient réversibles au bronchodilateur. La même chose est obtenue lorsqu'on voit la réponse en valeur absolue. Vous avez 55% ont un VMS qui est amélioré de plus que 200 millilitres. Et c'est pour cette raison que le seuil de 12% et de 200 millilitres, vous voyez bien qu'il n'est pas assez donc discriminatif et ne permet pas de distinguer entre l'asthme et la BPCO. Et c'est pour cette raison que pour la BPCO, maintenant, on sait très bien que le fait que le test soit positif, ça n'élimine pas le diagnostic, et que si après les bronchodilatateurs, vous avez un rapport qui reste inférieur à 70%, vous retenez le diagnostic de la BPCO. Maintenant, les experts du GINA, ils ont proposé de donner un autre seuil, qui est une amélioration du VMS de plus que 15% de la valeur initiale et de 400 millilitres en valeur absolue. Alors, ce seuil, si vous avez un VMS qui est très amélioré par les bronchodilatateurs, vous avez de fortes chances d'avoir affaire à un asthme et pas à une BPCO. Parce que dans la BPCO, on peut avoir un test de réversibilité positive, mais il est rare que la réversibilité soit aussi importante que le seuil que je viens de vous montrer. Bien. Alors, jusqu'il y a quelques années, lorsqu'on parlait de tests de réversibilité dans l'asthme, on ne parlait que de la réversibilité immédiate, c'est-à-dire que le sujet arrive dans le laboratoire d'exploration fonctionnelle, on fait la spirométrie à l'état de base, après on lui donne 2 à 4 bouffées de ventoline et on va voir si le VMS est amélioré ou non. S'il est amélioré, on va dire que le test est positif. S'il n'est pas amélioré, on va dire que le test est plutôt négatif. Alors, les recommandations actuelles vont plus loin parce que l'objectif, c'est de montrer que l'asthme est une maladie variable. Et cette variabilité, on peut ne pas l'étudier uniquement le jour de la consultation. Et du coup, on peut faire une spirométrie aujourd'hui, mettre le malade sous traitement corticoïde et le revoir après 4 semaines, par exemple. Si après 4 semaines, on obtient un VMS qui est amélioré de 12% par rapport à la valeur initiale et plus que 200 millilitres, on va dire qu'on va faire le diagnostic de la réversibilité. Donc, autrement dit, l'amélioration, elle ne va pas se faire uniquement sur les 20 minutes ou après les 15 minutes de l'administration des bronchodilatateurs. Elle peut se faire aussi entre 2 consultations différentes, entre 2 saisons différentes. Vous avez un patient qui fait un asthme plutôt le printemps. Eh bien, si vous avez un VMS le mois de novembre et un VMS qui va se faire le mois de mai, si le mois de mai vous avez une diminution et une grande différence entre les deux, ben vous faites le diagnostic de la variabilité. Sinon, on peut faire aussi la spirométrie lors des symptômes. Vous avez vu le malade initialement, vous avez fait la spirométrie, il n'était pas symptomatique. Et bien lorsqu'il revient après 4 semaines alors qu'il est symptomatique, vous faites la spirométrie, peut-être que vous allez mettre en évidence une différence significative entre les deux, ou après avoir arrêté le traitement, après 24 heures par exemple d'arrêt du traitement. Donc, la conclusion c'est que, pour ce point, c'est que tout doit se faire pour arriver à avoir 2 VMS pris 2 fois dans 2 circonstances différentes, soit juste après les bronchodilatateurs, après 15 minutes ou 20 minutes, soit lors d'une autre visite, soit après l'arrêt du traitement, pour justement montrer la variabilité. Alors, est-ce qu'on peut considérer parmi les paramètres la capacité vitale forcée? Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque vous avez une obstruction importante,
La capacité vitale forcée peut diminuer du fait d'un phénomène de piégeage de l'air au niveau des petites voies aériennes. Lorsque vous avez une inflammation des petites voies aériennes, ces voies aériennes vont avoir tendance à se fermer très rapidement au cours de l'expiration et ceci entraîne une diminution de la capacité vitale forcée. Vous savez que la diminution de la capacité vitale forcée, c'est un signe de distension chez les grands emphysémateux. Alors, dans l'asthme, on sait très bien aujourd'hui qu'il y a une atteinte des petites voies aériennes. Cette atteinte est bien établie histologiquement, fonctionnellement. La mesure des résistances au niveau des petites voies aériennes chez les asthmatiques montre une hyperréactivité aussi au niveau des petites voies aériennes. Donc, est-ce que on peut avoir une réversibilité avec la capacité vitale forcée? Oui, ça arrive des fois que lorsque vous faites une spirométrie chez un asthmatique, vous trouvez que le VMS n'est pas très amélioré, alors que la capacité vitale forcée, elle est améliorée de 12% et de 200 millilitres. Même si cette réversibilité est plus souvent observée chez les BPCO. Alors, lorsqu'on voit les recommandations ERS-ATS, les anciennes recommandations, je veux parler des recommandations de l'année 2019, mais en 2005, la capacité vitale forcée était considérée comme un paramètre comme le VMS pour mettre en évidence une réversibilité. Pas sur les recommandations de l'année 2019 et non plus sur le GINA. Le GINA ne tient pas compte de la capacité vitale forcée. Mais moi, je pense que lorsque vous faites une spirométrie et vous faites un test de bronchodilation, vous ne perdez rien à voir un peu une amélioration, chercher une amélioration de la capacité vitale forcée, parce que ça témoigne aussi d'une certaine réversibilité. Alors, la variabilité, on peut aussi la chercher avec la mesure du débit expiratoire de pointe. On va donner à notre patient un pic-flomètre ou bien un débitmètre de pointe. Et cette personne, elle va mesurer son débit expiratoire de pointe le matin et le soir pendant une période de 2 à 3 semaines. Ceci va nous permettre de chercher la variabilité dans la journée, qui est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale sur la moyenne des deux. Et puis, on va en fait calculer la moyenne de cette variabilité dans la semaine. Si vous trouvez que vous avez une variabilité qui dépasse les 10%, chez l'adulte et 13% chez l'enfant, ben vous pouvez faire aussi le diagnostic de l'asthme parce que ça témoigne d'une variabilité de l'obstruction bronchique. Bon, il est vrai que avec la spirométrie et le VMS, on est plus sûr qu'avec le débitmètre de pointe. Alors, si vous avez un patient asthmatique, vous avez tout essayé et vous avez toujours une spirométrie qui est normale et vous n'avez pas de variabilité, vous n'avez pas de réversibilité ou de réactivité au bronchodilatateur. À ce moment-là, on peut faire un test de provocation bronchique non spécifique. Alors, ce sont des tests qui vont rechercher une hyper-réactivité bronchique et ceci en essayant de reproduire au laboratoire une obstruction bronchique variable par des stimuli bronchoconstricteurs. La stimulation peut être physique par une épreuve d'effort ou bien une hyperventilation isocapnique qui ont la même signification, ou par des tests pharmacologiques tels que l'histamine et la métacholine aussi. Est-ce que tu veux te mettre de ce côté-là pour que tu puisses suivre? C'est bon, d'accord. Voilà. Donc, autrement dit, on peut utiliser différentes stimulations. Le test le plus utilisé, c'est le test à la métacholine. Alors, quelles sont les contre-indications? Vous avez là la liste des contre-indications. La première est la plus logique. Eh bien, c'est un VMS qui est diminué, parce que si le VMS est diminué, à ce moment-là, ça ne sert à rien de faire un test de provocation, il faut plutôt faire un test de bronchodilatation. Mais aussi, vous avez d'autres contre-indications, notamment des problèmes donc cardiovasculaires récents, ou si le sujet n'arrive pas à bien faire la manœuvre, ou si le patient vient d'être opéré sur avoir une intervention en ophtalmo, parce que ceci peut être risqué.
Le test à la métacholine, donc on utilise, il y a d'autres méthodes, mais la méthode la plus utilisée actuellement, c'est la méthode du dosimètre. Ça consiste à donner une dose avec une certaine, qui va contenir une certaine quantité du produit, en l'occurrence la métacholine, et après, à chaque palier, on va doubler la dose. Je disais que l'intérêt de la métacholine, c'est qu'on peut avoir des doses qui seront en fait cumulées, c'est-à-dire qu'on va donner une première dose à 100 microgrammes, et après, lorsqu'on donne 100 microgrammes, on a déjà 200. Après, on donne 200 microgrammes et nous avons 400. Ce qui n'est pas le cas avec l'acétylcholine qui, après la prise, une fois on prend les 3-4 minutes pour mesurer le VMS, eh ben, il n'y a plus d'acétylcholine, il faut donner toute la dose à l'étape suivante. Donc c'est un peu l'intérêt de la métacholine. Alors, donc après chaque dose, on va mesurer le VMS et on va chercher ce qu'on appelle la PD20. C'est quoi la PD20? C'est la dose qui va entraîner une chute au moins de 20% par rapport à la valeur initiale. Donc on va donner, je vous montre un exemple sur ces deux schémas. Vous voyez que sur le sujet en haut, on a donné 200 microgrammes et lorsqu'on est passé à 400, on est déjà passé au-dessous des 20%. Donc la PD20, c'est quoi? C'est le point où la courbe rouge va en fait couper la ligne en pointillé. Alors que chez le sujet en bas, alors on a une PD20 qui est plus élevée parce que le sujet a chuté son VMS un peu plus tard en donnant une dose plus élevée. Vous voyez qu'une fois on a obtenu cette courbe et on a chuté de plus que 20%, il est obligatoire de donner 2 bouffées de ventoline pour ramener le VMS à sa valeur normale, et cela avant de laisser partir le sujet pour s'assurer que le malade n'a plus d'obstruction bronchique. Alors, il y a la PD20, il y a aussi la PC20. La PC20, c'est la même chose, c'est-à-dire au lieu d'utiliser la méthode du dosimètre, on peut donner des concentrations. On fait respirer au sujet des solutions de concentration, évidemment, de plus en plus importantes, et on va voir à quelle concentration il va chuter au moins de 20%, et c'est pour cette raison qu'on va appeler cette méthode on va appeler cette dose plutôt la PC20 et pas la PD20. Les dernières recommandations sont plus favorables à la PD20. Alors, une fois on a fait le test, quelle est la probabilité de diagnostic positif? Est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel on va dire que le sujet a une hyperréactivité bronchique? En fait, c'est variable. Il y a déjà une grande différence entre l'ATS et le RS. Ils n'ont pas la même, ils n'ont pas du tout les mêmes normes. Vous voyez que pour l'ATS, donc, si vous avez une valeur de la PD20 à 400 microgrammes, inférieur à 400, si c'est supérieur à 400, on va dire qu'il n'y a pas d'hyperréactivité bronchique, alors que l'école française pense qu'il faut aller jusqu'à 1600 microgrammes. Bon. Une chose est certaine, c'est que plus la PD20 est faible, plus la probabilité que le patient soit asthmatique est élevée. Quelle est la valeur du test à la métacholine dans le diagnostic de l'asthme? Bon, vous savez que l'asthme est généralement associé à une hyperréactivité bronchique. Vous avez cette notion dans la définition du GINA. Cette hyperréactivité est habituellement persistante, même lorsque les symptômes sont absents ou la fonction pulmonaire est normale. Vous avez un asthmatique qui est asthmatique sous traitement depuis 2-3 ans. Lorsque vous faites un test à la métacholine, souvent le test sera en fait positif. Cependant, il y a des fois où le test peut se normaliser avec le traitement. Il y a aussi des faux positifs. La rhinite allergique, la mucoviscidose ou la BPCO peuvent donner une hyperréactivité bronchique. Alors, mais en fait, lorsque le test est négatif, chez un patient qui n'est pas sous corticoïdes par voie inhalée, si vous avez un patient qui a des symptômes qui évoquent l'asthme
et qui n'est pas sous corticoïde et qui a un test à la méthacholine négatif, il est très probable que votre malade ne soit pas asthmatique. Alors, le deuxième test de provocation qu'on peut faire, c'est l'épreuve d'exercice. Alors, c'est un test qui va rechercher lui aussi une hyperréactivité bronchique non spécifique. À peu près 70 à 80% des asthmatiques qui ont des symptômes cliniques vont avoir un test positif. Alors, il est mieux indiqué chez les patients qui sont symptomatiques à l'effort, c'est-à-dire que les patients qui font de l'asthme à l'effort ou des patients chez qui on suspecte un asthme et qui souhaitent faire un sport, surtout de compétition ou de la plongée sous-marine, eh bien, l'épreuve d'effort est plus intéressante que le test à la méthacholine. Alors, ce test peut se faire sur un tapis roulant ou sur une bicyclette ergométrique. On peut le faire aussi sur le terrain. Alors, il est plus sensibilisé en faisant respirer au sujet de l'air sec. Et la durée doit être de 6 minutes. On commence d'abord par 2 minutes où on va accélérer la charge. Et une fois on obtient la charge donc nécessaire, on va faire l'épreuve sur à peu près 6 minutes. Alors, en fait, l'objectif de la charge, c'est quoi? C'est d'atteindre 85% de la fréquence cardiaque maximale, qui est 220 moins l'âge. Plus on s'approche de la fréquence, plus on s'approche de 100% de la fréquence, donc maximale, plus on a des chances d'avoir un test positif. Alors, à l'arrêt de l'effort, on va mesurer le VMS après 1, 3, 5, 7, 10, 15 minutes et on va mesurer le VMS à la recherche d'une chute du VMS. Alors, le test de l'hyperventilation donc isocapnique, c'est un test qui consiste à faire respirer au sujet un mélange qui contient du CO2 parce qu'il va finalement hyperventiler sans faire l'effort. Et ça va donner à peu près le même résultat qu'avec l'épreuve d'effort. Tout dépend de la disponibilité de cette méthode dans le laboratoire d'exploration fonctionnelle que vous avez. Alors, on parle de test positif lorsque le VMS chute au moins de 10% par rapport à la valeur initiale et 200 ml pour l'adulte, 12% de la valeur théorique chez l'enfant ou diminution de plus que 15% du débit expiratoire de pointe. Alors, lorsque on est devant des symptômes respiratoires variables et que la spirométrie et le test de bronchodilation montrent une limitation variable du débit expiratoire, là, on a le diagnostic est confirmé. Mais si on n'arrive pas à avoir cette limitation variable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refaire le test de réversibilité après suspension des bronchodilateurs ou pendant les symptômes ou lors d'une autre consultation. Alors, si le test, on arrive à avoir un test positif, on confirme le diagnostic. Mais si le test reste négatif, à ce moment-là, deux possibilités. Soit que le VMS est bon, on a un VMS qui est en fait supérieur à 70%. À ce moment-là, on peut faire un test de provocation. Alors, si ce test est positif, c'est bon. S'il est négatif, eh ben, on va arrêter le traitement et on va réévaluer après 2 à 4 semaines. Par contre, si le VMS est inférieur à 70%, à ce moment-là, c'est une contre-indication pour faire un test de provocation. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va intensifier le traitement de contrôle et nous allons réévaluer les symptômes et la fonction pulmonaire après 3 mois. Donc en fait, soit que vous avez un test positif et là vous faites votre diagnostic. S'il est négatif, vous allez refaire votre spirométrie après quelques semaines en arrêtant le traitement ou pendant les symptômes. Si c'est positif, c'est bon. Si c'est négatif, à ce moment-là, deux éventualités. Soit que le VMS est bon, et là on fait un test de provocation, soit qu'il est mauvais, et à ce moment-là, on va intensifier le traitement pour voir est-ce que après l'intensification, est-ce qu'il n'y aurait pas une amélioration. Deux autres situations assez particulières. D'abord, vous pouvez avoir affaire à un patient
qui a peu de symptômes respiratoires, il n'est pas très suspect finalement d'asthme, qui a une fonction pulmonaire qui est normale et qui n'a pas de limitation variable du débit expiratoire. Finalement, il est peu probable que ce patient soit asthmatique. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On répète le test de réversibilité après suspension des bronchodilatateurs ou pendant les symptômes. Alors, si le test reste négatif alors qu'il n'est pas très symptomatique, ben, il faut envisager d'autres diagnostics. Il faut abandonner le traitement. Vous avez un patient qui est peu symptomatique. Il tousse un peu. Est-ce qu'il est asthmatique ou non? Ben, vous faites le test de réversibilité. S'il est négatif, vous allez le refaire après avoir arrêté les bronchodilatateurs ou pendant les symptômes. Bon, s'il reste toujours négatif, c'est qu'il est probable que votre patient n'est pas asthmatique. Donc, vous arrêtez le traitement, vous dites, ce n'est pas de l'asthme. Mais si après l'arrêt, vous avez une réapparition des symptômes avec une baisse de la fonction respiratoire, à ce moment-là, vous allez vous rattraper, vous allez faire le diagnostic d'asthme. L'autre situation extrême, c'est lorsque vous avez un patient qui a une dyspnée plutôt persistante, avec une limitation persistante du débit expiratoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Le malade est très gêné, il ne répond pas bien au traitement. Donc, on va intensifier le traitement de contrôle et réévaluer les symptômes et la fonction. S'il n'y a aucune réponse, si le malade ne répond toujours pas malgré l'intensification du traitement, eh bien, ceci veut dire qu'il faut penser à autre chose, peut-être un syndrome de chevauchement, asthme, BPCO. Alors, je voudrais juste finir avec la spirométrie par cette dernière diapositive sur le suivi de l'asthme. Vous savez, devant une suspicion, on fait la spirométrie, mais une fois on a fait le diagnostic, on met le malade sous traitement et on va refaire la spirométrie après 3 à 6 mois du début du traitement, parce que cette spirométrie, elle va vous donner un peu la valeur de base de votre asthmatique. Il a pris le traitement, et après 3 à 6 mois, vous allez avoir un peu la valeur de base, la valeur habituelle de votre patient. Après, vous allez faire d'une manière assez périodique, au moins une fois tous les ans ou une fois tous les 2 ans, en fonction de la sévérité de l'asthme. Chez les patients qui sont exacerbateurs fréquents ou ceux qui ont un déclin important de la fonction pulmonaire, vous allez faire la spirométrie plus souvent. Comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas suspendre le traitement avant la spirométrie si vous voyez le malade pour un contrôle. Mais de toutes les façons, pour les contrôles, vous allez avoir toujours la même attitude. Si vous avez pris l'habitude chaque fois d'arrêter le traitement, vous le faites chaque fois pour pouvoir en fait comparer les résultats à chaque visite. Alors, deux petites remarques. Il faut savoir que la fonction pulmonaire n'est pas très corrélée avec les symptômes de l'asthme. C'est-à-dire qu'il y a des asthmatiques qui s'habituent un peu à une fonction respiratoire qui est limitée. Parfois, vous avez un VMS qui est assez bas, alors que le patient, lui, il va vous dire « je n'ai pas de problème, je me sens bien ». De toutes les façons, lorsque le VMS est bas, il faut faire attention parce que c'est un patient qui a plus de risque de faire des exacerbations et qui a plus de risque de décliner son VMS. Alors, après la spirométrie, là, je vais passer très rapidement sur le diagnostic de l'allergie, parce que finalement, ça ne fait pas partie un peu des explorations fonctionnelles, mais pour dire que lorsque vous avez des symptômes de l'asthme et que vous avez des tests positifs de l'allergie, c'est quand même en faveur de ce diagnostic. Comme vous le savez, le diagnostic repose sur les symptômes cliniques, sur les antécédents personnels et familiaux d'atopie, sur l'atteinte de plusieurs organes, la notion de l'unité de temps, de lieu et d'action et l'importance de la charge allergénique. Mais cette enquête clinique doit toujours finir par des tests cutanés et les résultats de ces tests doivent être obligatoirement confrontés avec la clinique. Et si vous avez une bonne concordance entre l'enquête et les tests cutanés, vous faites le diagnostic de l'allergie. Vous avez aussi le dosage des IgE total. Jusqu'il n'y a pas longtemps, plusieurs études ont montré que ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il y a beaucoup de faux positifs, beaucoup de faux négatifs, sauf peut-être chez l'enfant qui a des IgE qui sont très augmentés,
ceci pourrait être en faveur de l'allergie. Le dosage des IgE spécifiques, vous avez le RAST ou le MASTCLA. Alors l'intérêt, c'est lorsque vous avez une discordance entre l'anamnèse et le prick test, le malade est probablement allergique alors que les tests cutanés restent négatifs, ou lorsque les tests, on ne peut pas les faire parce qu'il y a une hyporéactivité de la peau, ou lorsque le test cutané n'arrive pas à identifier n'arrive pas à identifier l'allergène suspecté par l'interrogatoire. À ce moment-là, on peut faire le dosage des IgE spécifiques. Alors, dans tous les cas, l'intérêt des IgE total ou bien spécifiques devient important actuellement parce que c'est une condition nécessaire avant de mettre en route un traitement par les anti-IgE. Je voudrais, avant de finir, vous parler assez rapidement d'autres explorations à part la spirométrie et le bilan. Vous savez que dans l'asthme, il y a plusieurs phénotypes. Il n'y a pas un seul asthme, il y a plusieurs phénotypes. Et au milieu, vous avez le phénotype le plus fréquent, c'est des asthmes qui apparaissent dès l'enfance, qui sont atopiques, qui sont des asthmes éosinophiles, qui répondent bien aux bronchodilatateurs et qui répondent bien aux corticoïdes. Mais il n'y a pas que ça, il y a les autres formes des asthmes qui surviennent assez tardivement dans l'âge, ou ceux qui sont neutrophiles plutôt. Il y a même des formes d'asthme éosinophilique qui ne répondent pas au traitement corticoïde. Donc il y a en fait plusieurs phénotypes de l'asthme. Et étant donné que nous avons plusieurs phénotypes, nous avons plusieurs mécanismes physiopathologiques. Vous voyez sur ce schéma à gauche le schéma classique, l'asthme allergique à TH2 et qui implique les éosinophiles, mais vous avez d'autres où vous avez une action plus importante du stress oxydant, des asthmes plutôt donc à neutrophiles, et vous avez aussi d'autres formes d'asthme chez les obèses, par exemple. Donc, il y a plusieurs phénotypes, et tous ces cytokines qui sont impliqués dans ces différents mécanismes physiopathologiques peuvent être des biomarqueurs de l'asthme. C'est-à-dire que si on arrive à mettre en évidence qu'on a une inflammation qui implique telle ou telle interleukine, telle ou telle cellule, on va avoir une meilleure idée sur le phénotype et ça va nous permettre de donner un traitement plutôt personnalisé. Donc, la recherche d'un asthme à éosinophile, donc à titre d'exemple, constitue un élément important pour faire une médecine personnalisée. Alors, en fait, où est-ce qu'on va chercher les éosinophiles? Le chemin le plus court, c'est d'aller les chercher dans les crachats. Et vous voyez cette étude-là qui montre la distribution des différents phénotypes inflammatoires dans le crachat induit dans une population générale d'asthmatiques. Alors, un profil à éosinophile est défini par une valeur supérieure à 3%, alors qu'une neutrophilie est définie par une valeur supérieure à 76%. Vous voyez que finalement, seulement 41% des asthmatiques ont un profil à éosinophile, alors que 40%, alors que 16% ont un profil plutôt aneutrophile. D'autres qui sont soit paucicellulaires, soit mixtes. Donc, si on veut chercher une éosinophilie, on peut chercher cette éosinophilie au niveau des crachats. Le problème, c'est que la recherche dans les crachats doit se faire par ce qu'on appelle le crachat induit, qui consiste à faire inhaler au sujet une solution hypertonique, et cette solution hypertonique peut provoquer une crise d'asthme. Donc, en fait, la pratique de ce crachat induit n'est pas tout à fait anodine. Et c'est pour cette raison que en fait, certaines études ont essayé de chercher une alternative. On s'est dit peut-être on va chercher plutôt dans l'expectoration et les éosinophiles, on va le chercher dans le sang. Et vous voyez que cette étude montre que si on a une éosinophilie dans le sang, au moins de 220 par millimètre cube ou de 3%, on est presque sûr que dans l'expectoration,
on a une éosinophilie qui doit être supérieure à 3%. Donc, il y a une relative bonne corrélation entre l'éosinophilie dans le sang et dans les crachats. Alors, un autre moyen aussi pour chercher cet asthme éosinophile, c'est de mesurer le NO exhalé. Il s'agit d'un examen qui n'est pas invasif, qui est facile à réaliser et qui consiste à rechercher l'inflammation éosinophile dans les voies aériennes que les autres moyens, notamment le VMS, la réversibilité ou les questionnaires tels que l'ACT, ne nous permettent pas de distinguer des asthmes éosinophiles ou non éosinophiles. Alors l'intérêt de la mesure du NO exhalé, parce que c'est que si on trouve que le NO exhalé est augmenté, ceci va nous donner une idée sur la probabilité de réponse aux corticoïdes, et ça permet aussi de surveiller l'inflammation des voies respiratoires. On peut même démasquer la non-observance à la corticothérapie inhalée, c'est-à-dire que si le patient est sous corticoïde inhalé, on fait un test du NO après quelques semaines. Si le NO reste élevé, il est probable que le patient n'est pas en train n'est pas très observant dans la prise des corticoïdes. Juste un mot sur le NO. En fait, c'est quoi le NO? Vous savez que le NO est un médiateur du système NONC inhibiteur. C'est une substance qui est fabriquée par les cellules de l'organisme à l'état physiologique. Sa synthèse se fait grâce à des enzymes qui s'appellent les hénosynthétases. Il y a 3 sortes de hénosynthétases. Il y a la 1, le 2 et la 3. Alors la 1 et la 3 sont les 2 hénosynthétases qui sont impliquées dans la synthèse du héno, on va dire physiologique. C'est-à-dire qui intervient dans le contrôle habituel de l'organisme. Il n'y a que les NOS2 qui sont impliquées, elles, dans l'asthme. Vous savez que lorsque vous avez une inflammation chronique, c'est ce qui s'observe un peu dans l'asthme, il y a une augmentation, il y a une induction du gène de la NOS2. Et le problème avec cette NOS2, c'est qu'une fois elle est synthétisée, elle va avoir une activité durable. Et ceci va donner une synthèse importante du NO. Alors qu'avec le NOS1 et le NOS3, on peut avoir une synthèse, mais le NO ne va pas avoir une durée de vie importante. Alors que dans l'inflammation chronique, vous avez le NOS2 qui est activé et vous allez avoir une synthèse importante. Bien sûr, cet NO qui sera fabriqué par les cellules épithéliales, il peut passer dans les voies aériennes et on peut le mesurer ainsi dans l'air expiré. Alors, les valeurs normales sont en moyenne, c'est une véritable courbe de Gauss, mais on estime que le NO exhalé est normal si on a une valeur inférieure à 25. Alors que lorsqu'on a une valeur supérieure à 47, là on a une inflammation importante et les corticoïdes peuvent avoir joué un rôle important. Alors que dans l'asthme stable, on va avoir des valeurs qui vont varier entre 20 et 40-45. Alors, la méthode de mesure, je vais pas en fait en parler avec les valeurs. Donc là, on vient de voir les valeurs normales. Alors, est-ce qu'il existe une bonne corrélation entre le FeNO et l'éosinophilie et l'hyperréactivité bronchique? Dans cette étude-là, on a essayé de comparer la valeur du NO exhalé en fonction de la PC20, et vous voyez que plus le NO exhalé est augmenté, plus la PC20 sera diminuée, c'est-à-dire plus le malade a du NO exhalé, plus il va avoir une PC20 qui est faible, c'est-à-dire une forte hyperréactivité bronchique. Si on compare entre le NO exhalé et les éosinophiles, vous voyez que plus le nombre d'éosinophiles est important, plus le NO sera aussi augmenté. Alors, il semble que le NO exhalé est très augmenté, surtout lorsqu'on a affaire à un asthme atopique. Vous voyez sur ce schéma à droite des sujets qui sont asthmatiques et qui sont atopiques. Vous voyez que la différence est significative
par rapport aux asthmatiques non atopiques, aux non-asthmatiques atopiques et aux non-asthmatiques non atopiques. Donc l'asthme atopique, il y a plus on a généralement un NO exhalé plus important. Alors, est-ce que le NO exhalé est prédicteur de la réponse aux corticoïdes? Vous voyez cette étude-là qui a comparé chez 52 patients. Elle a mesuré, elle a en fait étudié l'effet d'un corticoïde inhalé contre le placebo pendant 4 semaines. Et vous voyez, donc on a cherché le score des symptômes, la PC20 pour étudier l'hyperréactivité bronchique, le VMS et le débit expiratoire de pointe. Vous voyez en bas, tout en bas, vous avez la valeur du FeNO. Et on a distingué 3 groupes. Un groupe qui a moins de 15, un groupe qui a entre 15 et 47 et un groupe qui a plus que 47. Je vous demande de voir le 3e groupe qui a plus que 47 et de comparer les barres grises et les barres rayées. Et vous voyez que avec les corticoïdes, si on a un effet NO donc assez augmenté, il y a une nette amélioration du score symptôme avec les corticoïdes, il y a une augmentation de la PC20, donc il y a moins d'hyperréactivité donc bronchique, une nette amélioration du VMS et du débit expiratoire de pointe. Donc il y a une bonne concordance en fait en quelque sorte, un bon effet des corticoïdes lorsque vous avez un NO exhalé donc augmenté. Alors cette méta-analyse a essayé de voir un peu quel est l'intérêt de traiter le patient selon la valeur du FeNO, c'est-à-dire que on a en fait comparé 2 groupes, des sujets qu'on va traiter selon les données du FeNO et les autres qui sont traités d'une manière tout à fait classique. On a remarqué que lorsqu'on se base sur le FeNO, on a une diminution de la survenue des exacerbations qui est encore plus importante sur les exacerbations sévères qui nécessite un traitement corticoïde par voie orale. Donc, en se basant sur le FeNO, on va avoir une meilleure prise en charge et on va diminuer la fréquence des exacerbations. Par contre, on n'a pas remarqué d'impact sur les symptômes cliniques, sur le taux du FeNO à la fin de l'étude ou sur la dose de corticoïdes donc inhalée, il n'y a pas d'effet. Il y a effet uniquement sur les exacerbations, surtout les exacerbations qui sont sévères. C'est simplement pour dire qu'il y a des faux positifs et des faux négatifs. Avec le FeNO, il peut être augmenté alors qu'il n'y a pas d'asthme à éosinophile, il peut être diminué si on est fumeur. Mais une chose est certaine, c'est que l'élément le plus important en concernant le NO, c'est la valeur prédictive négative. Si vous avez un NO qui n'est pas donc augmenté, il est probable que le patient ne soit pas asthmatique. Et on peut s'arrêter là. Oui. Dans l'étude des doses, au tout début de ta présentation, où tu présentes l'étude avec les 100 patients, est-ce que j'ai bien noté, l'Afrique est absente, sauf le Maghreb, l'Afrique hors subsaharienne. Et quand de cette étude-là? Oui, c'est-à-dire en fait cette étude, elle a fait quoi? Elle a en fait rassemblé des résultats des études qui ont été faites en Europe, aux États-Unis, certains pays du Maghreb, et puis des études aussi de l'Asie. Il est vrai que l'Afrique subsaharienne n'a pas été inclus dans cette étude-là, et justement d'où l'intérêt, parce qu'en fait, lorsque vous voulez comparer les valeurs de la spirométrie aux valeurs normales, l'idéal c'est d'avoir des normes dans chaque pays. Normalement, chaque pays doit avoir ses normes à lui. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, étant donné qu'il y ait une différence qui peut aller jusqu'à à peu près 15% selon l'ethnie, il est important de bien prendre ce facteur en considération.
Mais il est vrai qu'il faut faire des études en Afrique justement pour établir des normes pour cette population. C'est évident. OK. Est-ce que les gens auraient des questions, des commentaires? Bon, je peux peut-être poser une autre question. Oui. Je vais l'appeler la question qui tue parce que tu en as parlé beaucoup, tu as fait une présentation très théorique, tu as fait une présentation où tu as présenté beaucoup de données. Si tu avais à choisir un type d'asthme, et tout ce que tu as présenté, c'est pour soulager les exacerbations, pour aider le patient à mieux vivre avec sa maladie et pour aider le médecin à mieux la détecter. Mais si tu avais à choisir un type d'asthme pour tenter de faire du curatif, vers quoi tu irais? Qu'est-ce que tu tenterais? Qu'est-ce que tu chercherais? Je n'ai pas bien compris en fait la question, c'est-à-dire qu'en fait, en fait la spirométrie, l'intérêt de la spirométrie, c'est un élément important dans le diagnostic de l'asthme. On ne peut pas faire le diagnostic de l'asthme si on n'a pas fait la spirométrie, qui va mettre en évidence l'obstruction bronchique et la variabilité dans le temps et la variabilité après les bronchodilatateurs. Donc, la spirométrie, elle est obligatoire dans le diagnostic. On n'a pas le droit de dire que le patient est asthmatique. Selon les recommandations du GINA, on peut en discuter. Il y a certains pays et certaines recommandations qui disent que si vous assistez à une crise d'asthme, vous faites le diagnostic déjà. Bon. Maintenant, le GINA insiste sur la nécessité, en plus de la suspicion clinique, de chercher la réversibilité. Bon. Donc, la spirométrie est importante pour le diagnostic. Maintenant, pour le suivi aussi, c'est un élément important. Parce que vous allez faire votre spirométrie d'une manière régulière. Et chez les patients qui ont, par exemple, un VMS qui est bas, il y a plus de risques d'exacerbation, plus de risques de faire des crises plus sévères. Donc finalement, c'est ça. Maintenant, en fait, la tendance qu'on va avoir les années prochaines, il y a dans quelques décennies à mon avis, c'est que le traitement de l'asthme sera un traitement à la carte. C'est-à-dire que vous allez chercher quelle sorte finalement d'inflammation vous avez. Et si vous avez plutôt une inflammation où l'IL5 est très important, on va vous donner des anti-IL5. Si c'est l'IL13, on va donner l'IL13. Et moi, j'ai en fait prévu de vous montrer quelques études qui montrent l'intérêt de finalement distinguer ces asthmes en fonction des cytokines qui sont impliquées, parce que ça sera un asthme qui sera traité à la carte. Donc, et là, on peut avoir un intérêt plus que la spirométrie habituelle, la spirométrie simple. Oui, Rida, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire et Oui. qui me paraît important. Tu as dit, repartir du point suivant, tu as dit que dans certains pays, le diagnostic d'asthme est posé uniquement sur les symptômes. Oui. Pourquoi? Vraisemblablement pour deux raisons. D'une part, parce que les épreuves fonctionnelles respiratoires ne sont pas à disposition de tous les patients asthmatiques. Et deux, il est sans doute préférable de traiter un patient sans épreuves fonctionnelles respiratoires plutôt que de dire je n'ai pas d'épreuves fonctionnelles respiratoires donc je ne traite pas. C'est ça vraisemblablement la raison. Absolument. Le seul problème, c'est que c'est embarquer un patient dans un traitement long, coûteux, ou bien, si ce n'est pas un traitement long et coûteux, c'est un traitement purement symptomatique, c'est-à-dire sur des périodes très courtes, mais qui coûte quand même cher. Alors, le rapport qualité-prix dans tout ça, je voudrais un peu avoir ton avis, parce que je suis sûr que c'est vrai en France aussi, et on est confronté à cela, des patients qui sont traités depuis un certain temps,
La première question qu'on se pose, est-ce que c'est vraiment un asthme, est-ce qu'il faut poursuivre le traitement, est-ce qu'il faut l'augmenter, est-ce qu'il faut le diminuer? Mais a fortiori dans des régions ou des pays où les épreuves fonctionnelles respiratoires ne sont pas à disposition. Est-ce que tu comprends ma question? Oui, oui. Alors, il y a en fait deux choses. En fait, la première, c'est que faire l'aspirométrie devrait être accessible à tous les pneumologues. Moi, je pense que on ne peut pas envisager qu'un seul pneumologue qui a obtenu son diplôme il n'a pas la possibilité de faire l'aspirométrie. Vous savez qu'actuellement, les appareils de spirométrie, ça peut coûter à la limite 1000 euros. Donc, ce sont des appareils, à mon avis, très accessibles. Là où il y a un problème, c'est lorsqu'on a affaire à des régions éloignées où il n'y a pas de médecins spécialistes. On peut en fait imaginer dans un village au fin fond de la Tunisie où il y a un médecin généraliste et qui ne sait pas faire la spirométrie ou qui n'a pas les moyens de le faire. À ce moment-là, il est important que un patient doit être envoyé au moins une fois chez un pneumologue ou dans un centre pour faire la spirométrie. Je pense que c'est très important, il faut insister pour avoir cette possibilité-là et de ne pas se contenter tout simplement à donner le traitement sans avoir la confirmation par la spirométrie, parce que la spirométrie, en plus de la confirmation, elle va vous donner une idée sur la fonction respiratoire de votre sujet. Ben, si c'est un asthmatique depuis au moins 25-30 ans qui n'a jamais eu un traitement, il y a de fortes chances qu'on soit devant un patient avec un asthme à dyspnée continue. Et donc, pour le pronostic et pour le traitement, c'est important d'évaluer la fonction respiratoire. Maintenant, si on est dans une situation où on n'a pas l'accès, et alors que le sujet fait des crises d'asthme, il passe des nuits blanches, il est évident que ce patient doit être mis sous traitement. Et ceci en attendant de tout faire pour lui faire la spirométrie. Je pense que c'est évident. Ça va dépendre des pays, des régions, mais en tout cas, il ne s'agit pas de faire le PET scan. Hein. C'est une technique qui est facile, qui est accessible, avec des appareils de moins en moins coûteux, et puis un pneumologue, dans sa formation, quel que soit son pays d'origine, il doit être capable de faire une bonne spirométrie. On n'a pas parlé de la mesure du volume résiduel. Hein. On a parlé juste de la spirométrie simple. Non, mais je trouve que ta réponse est convaincante. Oui. Et j'aimerais bien avoir la réaction de Ange, par exemple. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que votre réponse serait la même à Madagascar? Oui, merci beaucoup. Effectivement, il faut essayer que ce matériel soit disponible. S'il y a des spécialistes, effectivement, on ne peut pas faire un diagnostic comme le professeur Jean a dit tout à l'heure. Il faut essayer de faire cela. Effectivement, il a raison. Ses arguments sont très bons et ça tient bien. Je voudrais lui poser une question parce que tout à l'heure, il a parlé seulement des contre-indications de la provocation à métacholine. Effectivement, il y a parmi les patients asthmatiques, il y a plusieurs cas. Par exemple, je voudrais que vous disiez que pendant combien de temps faut-il attendre pour faire la spirométrie chez un asthmatique qui a subi une intervention digestive. Non, en ce qui concerne la simple spirométrie, il n'y a pas de contre-indication. Là, j'ai parlé du test de provocation. Mais en fait, est-ce que vous parlez du test de provocation ou bien de la spirométrie simple? Là, j'ai dit tout à l'heure, vous avez parlé des contre-indications pour le test de provocation, oui. Sur la métacholine. Je voudrais seulement pour la spirométrie simple chez le malade qui a subi l'intervention. Tout à fait. Alors il est évident qu'il n'est pas conseillé. Il n'est pas conseillé de faire la spirométrie chez un patient qui a une laparotomie donc récente, parce qu'il faut distinguer la celluliochirurgie de la chirurgie classique. Donc il est évident qu'on va éviter, même pas uniquement la chirurgie abdominale. Vous avez aussi un malade qui a eu, par exemple, un pneumothorax.
récents, ce qu'on préconise, c'est en fait attendre au moins 6 mois pour le pneumothorax, par exemple. Pour la chirurgie abdominale aussi, il faut attendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque évidemment il y a un risque d'avoir une hernie ou bien un problème au niveau de son intervention abdominale.